mes chers collègues, on va attaquer. Tu veux qu'on attende encore 5 minutes, André, ou pas? Après, on n'est pas à 5 minutes près. Hein. Comme tu veux. Allez. Donc, mes chers collègues, avant de passer à l'appel nominatif, je m'excuse auprès de vous et auprès de monsieur Sylvain Lavaux que j'ai oublié la fois précédente. Donc, le nouveau DGSA, donc je vais demander de se lever, comme ça tout le monde, voilà. Nouveau directeur général des services adjoints, donc qui nous vient de la métropole et qui a pris ses fonctions depuis le 15 janvier. Et donc, voilà, donc on te remercie de rejoindre notre équipe. Voilà, merci monsieur Lavaux. Alors, nous procédons à l'appel. Donc, madame Girard Christine. Présente. Monsieur Pizan-Anthony a donné procuration à monsieur Pasquini-Laurent, madame Prignol-Françoise. Présente. Monsieur Gory-Gilles. Présent. Madame Vangelisti Catherine. Présente. Monsieur Colin-Benoît. Madame Fogu-Monique. Monsieur Pasquini-Laurent. Madame Meslar-Laurence. Monsieur Fogu-Antoine. Madame Fauconnier-Manon a donné pouvoir à madame Fogu. Monsieur Schiavo-Christian. Madame Portier-Sylvie. Monsieur Buson, Victor a donné procuration à madame Girard. Madame Bernard Vanessa, Madame Casini Marie-Christine, Madame Labande Christine, Monsieur Molinari Michael, Madame Fissner Christelle, Monsieur Fioretti Christophe, Madame Reynaud Nicole, Monsieur Océda André, Monsieur Sanson Patrick a donné procuration à Monsieur Océda, Madame Pouchois Marjorie, on verra si elle arrive entre-temps, pendant le conseil municipal. Monsieur Daguegui, pareil. Monsieur Beaujardin-Guy, Madame Daguet-Catherine et Monsieur Étienne Jacques. Donc, je déclare le quorum atteint et donc je déclare la séance ouverte et je désigne la secrétaire générale, comme d'habitude, Madame Girard, si elle accepte. La secrétaire de séance, pardon, la secrétaire générale, c'est parce que j'ai reçu le secrétaire général de la préfecture. Donc, la secrétaire de séance, Madame Girard. Pardon. Oui. Monsieur le maire, oui. Si vous le permettez, j'aimerais prendre la parole en début de conseil avant d'entrer dans l'ordre du jour, si ça ne vous ennuie pas. On peut bien sûr, après on adoptera le procès-verbal à la suite. Du moment qu'on a ouvert la séance, vous pouvez prendre la parole. Merci. Très bien. Je souhaitais m'adresser à Madame Daguet. Madame la conseillère municipale, vous avez récemment tenu des propos sur les réseaux sociaux relayés dans la presse qui ne sont pas dignes de la main tendue que vous a offert M. Bensivengo. En effet, dans votre poste, vous faites état, entre autres, de son inéligibilité sans aucun détail, ce qui laisse planer un doute sur la raison exacte de cette décision de la commission des comptes de campagne. Mais surtout, vous affirmez en conseil que le redressement financier de la commune a été initié par l'ancien maire que vous nommez. C'est irresponsable de votre part. Vous oubliez que durant son mandat, rien n'a été fait, aucune mesure n'a été engagée pour réduire la dette colossale que cette majorité a laissée à nos concitoyens, y compris sous les mandatures précédentes, dont cet ancien maire, je vous le rappelle, était le premier adjoint responsable des finances. Le désendettement de la commune a été le moteur, du combat mené depuis 2014 par le Rassemblement pour Carqueiranne, que vous avez rejoint sous la dénomination Rassemblement pour Carqueiranne autrement. Comment pouvez-vous tenir de tels propos sans vous décrédibiliser? De ce fait, vous rabaissez le travail fait par les membres du Rassemblement pour Carqueiranne durant de longues années et qui ont œuvré à mettre un terme à toutes ces dérives de gestion. Vous prenez la reconnaissance de votre position de chef du groupe Rassemblement pour Carqueiranne autrement. Permettez-moi de vous rappeler que si vous êtes élu légalement, votre élection n'est due qu'au désistement pour le deuxième tour de certains colistiers du Rassemblement pour Carqueiranne souhaitant soutenir une autre liste afin de faire barrage à l'ancienne municipalité. Votre score au premier tour des dernières municipales ne vous offre qu'une légitimité toute relative et devrait vous inciter à plus de modération. Je vous rappelle également que M. Beaujardin, membre du Rassemblement pour Carqueiranne depuis longtemps, a été reconnu par l'ancien chef de file à son départ comme étant à la tête du groupe Rassemblement pour Carqueiranne autrement. Avec tout le respect que je vous dois, vous avez opté pour une opposition systématique et non constructive, mais vous n'avez ni proposition concrète, ni solution cohérente et réaliste à proposer. Enfin, en ce qui me concerne, je vous confirme soutenir la politique de désendettement menée par la majorité actuelle et remercie Monsieur le maire pour son écoute constante lors de mes sollicitations ou interrogations. Pour conclure, Madame la conseillère, un peu d'humilité et de clairvoyance de votre part m'aurait peut-être incité à rester dès le début de ma nomination au sein du groupe RPC autrement. Merci de votre écoute. Alors, Monsieur Beaujardin a levé la main en premier. Madame Daguet, je suis désolé, je vais d'abord lui donner la parole.
Madame Daguet-Babiche déclare être la seule opposition de Carqueiranne. Merci pour nous, les 6 autres élus qui siégeons depuis 2020. Madame Daguet-Babiche, le machisme est vraiment un mal. La misandrie également. Seul le respect s'impose. Le respect des lois, le respect des règlements, le respect de l'humain, le respect des urnes. Madame Daguet-Babiche, 21,8% des Carqueiranais au vote précédent, soit 1027 électeurs, nous donnent comme mission d'œuvrer pour le bien de Carqueiranne, mais en aucun cas pour continuer une campagne électorale. Madame Daguet-Babiche, le respect, c'est la réalité et la vérité, le terrain et les actes. Madame Daguet-Babiche, la communication par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle d'Internet ne s'applique pas forcément pour notre village. La pêche profonde ne concerne pas les pêcheurs de Carqueiranne. L'église s'appelle Sainte-Madeleine. L'information n'est pas les brettes de comptoir. Et affirmer qu'un redressement financier a commencé avant 2020 est contraire aux réalités écrites. Le travail d'opposition ne se fait pas au conseil municipal, mais en amont. Madame Daguet-Babiche, puissiez-vous en prendre ombrage? Je suis le responsable du Rassemblement pour Carqueiranne Autrement. Notre tête de liste, avant de quitter la vie publique pour démission, m'a nommément désigné auprès du premier magistrat. Je vais donc vous laisser la parole, Madame Daguet. Voilà, merci Monsieur le maire. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne m'attendais pas à ces interventions de mes anciens colistiers. Alors, tout d'abord, je me suis entretenue avec Monsieur Benchilengo et nous avons clarifié certains points. En particulier, si on m'accuse d'avoir mis sur la place publique l'inéligibilité, je rappellerai simplement que c'est dans cette instance que ça a été mis sur la place publique la première fois, au moment où vous avez malencontreusement projeté la photo de la pointe Pénaud que l'association Carqueiranne Autrement a essayé de défendre. Alors, vous, quant à vous, Monsieur Étienne, vous avez directement refusé de siéger pour notre groupe, donc effectivement, vous n'avez pas à prendre la parole à ce sujet. Maintenant, nous avons des points de vue divergents, vous avez vos électeurs, moi j'ai d'autres personnes qui me contactent, et croyez-moi qu'ils sont suffisamment nombreux pour me donner la légitimité que je mérite. Alors oui, je mérite parce que finalement, ici, devant 28, enfin peut-être maintenant un petit peu moins, conseillers, du courage, j'en ai toujours eu, au même titre que tous les élus qui sont assis à cette table. Alors, je suis malheureusement capable de lire des budgets, Monsieur Maujardin, ne vous en déplaise, et ce serait fort malhonnête intellectuellement de ma part de dire que la précédente municipalité, pour laquelle je n'ai pas voté, vous pouvez vous imaginer, n'avait pas commencé à redresser les finances. Pour preuve, le montant de la pénalité pour la carence des logements sociaux qui avait été considérablement réduite, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quant au règlement, au respect des lois et des règlements, voyez-vous, je cherche à me former. Aujourd'hui, j'espère pouvoir prétendre à la fin de l'année être juriste de droit public. Donc, excusez-moi, mais je suis fort attachée à la règle et c'est justement la raison pour laquelle on n'a pas voulu recevoir mes conseils en tant qu'opposition constructive, puisque depuis le mois de septembre 2020, Monsieur le maire a refusé toute proposition qui venait de ma part. Donc, cette opposition constructive, c'est un état de fait, mais pas qui est de ma volonté. Croyez-le bien. Quant à l'église Sainte-Madeleine, je m'excuse, comme vous le savez, enfin, je ne devrais même pas m'expliquer sur ce point. J'ai résidé longtemps à Bruxelles et la paroisse de Bruxelles, à côté de chez moi, s'appelle Sainte-Marie-Madeleine. Voilà, c'est bien Sainte-Suzanne d'ailleurs, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie-Madeleine, bien sûr ici, même si je n'y ai pas fait ma communion. Voilà, donc je vais garder mon calme et puis redonner la parole pour un conseil municipal serein. Merci beaucoup. Madame Daguet, vous me permettrez juste de relever trois petites choses. La première, nous avons été convoqués au réseau d'alerte donc le 21 juillet 2021, donc avec la DGFiP et la préfecture, avec tous leurs membres. Et donc à ce moment-là, cela nous a été dit,
la plus grosse mauvaise gestion a été de 2017 à 2019. Et je vous rappelle qu'il y a eu 28 stagiairisations préélectorales qui nous coûtent 1 300 000 € de charges de personnel. Ça, c'est pour vous remettre, ça ne vient pas de moi, ça vient de la DGFiP et du secrétaire général de la préfecture. La deuxième chose, résumé sur la pénalité SRU, la diminution, oui, effectivement, il déduisait des projets qui ne réalisaient jamais. D'ailleurs, on a soldé, cette année, on a soldé 800 000 € de pénalité SRU. Donc c'est sûr que c'est très facile comme ça de déduire de la pénalité SRU. On y reviendra tout à l'heure. Et concernant le fait que je ne reprends aucune proposition, je vous ai à maintes fois demandé de venir me voir personnellement dans mon bureau, comme chaque élu de l'opposition vient me voir, pour vous dire que la porte était ouverte et que je me tenais à votre disposition pour échanger sur tous les sujets. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Voilà, donc je voulais juste préciser. Bien, on va adopter le procès-verbal de la séance précédente. Oui. Excusez-moi, j'ai tout de même omis quelque chose. À propos de la nomination verbale de M. Beaujardin, c'est celle-ci que je conteste depuis le début, puisqu'il n'y a aucune trace écrite de la composition de groupe, et que si vous vouliez que je vous passe part de mes propositions avant les conseils municipaux, il n'aurait pas fallu supprimer les commissions municipales et inviter seulement M. Beaujardin à la nouvelle commission préparatoire. Voilà, merci. Après, on va clore le débat parce que sinon on ne va pas s'en sortir, puis on ne va pas avancer, puis ça va être un peu long pour les personnes qui nous regardent. C'est pas moi qui ai désigné la tête de liste, moi que ce soit vous, Monsieur Beaujardin, ça me regarde absolument pas. On a d'autres choses à faire aujourd'hui pour redresser la collectivité que s'intéresser à ça. Après, voyez avec le candidat que vous avez rejoint durant le second tour, c'est pas notre problématique. Interrogez la préfecture, interrogez le tribunal. Nous, on se fiera à ce qu'ils disent, et puis tout simplement, moi que vous soyez là ou pas là, peu m'importe. J'ai toujours dit que c'était l'intérêt général qui primait. Si vous pensez qu'on a réduit ça aux commissions pour plus nous avoir pendant les commissions, vous vous trompez fortement, et ça serait vraiment nous manquer de respect et de courage, je crois, parce qu'on en a beaucoup. Voilà. Allez, on va passer à l'adoption du procès verbal de la séance précédente. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Alors, j'ai une remarque sur le procès verbal. Allez. Puisque je vois que maintenant, ils sont retranscrits comme le demande la loi, ce qui n'était pas le cas. Alors c'est la teneur des débats, ça retranscrit la teneur des débats. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je vois que terme concernant exact. vos interventions, elles sont chiffrées. Donc, quand je mentionne des chiffres au cours de mon intervention, je peux aussi les transmettre à votre secrétariat bien volontiers, puisque mes interventions sont préparées à l'avance. Mais comme vos chiffres sont inscrits, j'aimerais bien que ceux que je mentionne le soient également. Merci, je peux vous dire que je n'influe en rien sur quelques employés qui est destiné à faire ça, sur l'administration générale, et que je lis comme vous quand ils sont envoyés. Voilà. Ok, très bien. Donc on repasse au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, le point numéro 1, c'est la communication du rapport annuel de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets sur l'exercice 2021, je précise. Donc vous avez été destinataire du rapport annuel de la métropole sur la qualité et le prix du service public des déchets pour 2021. Donc l'objectif majeur du plan déchets, et c'est important, est de passer de 632 kg par habitant en 2019 à 570 kg par habitant en 2027 et d'atteindre 65% de valorisation de la matière en 2025. Donc le rapport annuel des déchets, comme beaucoup de rapports, nous indique les dépenses de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets et les recettes issues du compte administratif, bien sûr. Donc les temps forts en 2021, ça a été les travaux de restructuration et de mise aux normes des déchetteries, qu'on appelle aujourd'hui des pôles de valorisation, et c'est tant mieux, sur les sites de Lacroix et Toulon-Loul pour un montant de 330 000 €. Aujourd'hui, l'accès aux pôles de valorisation est désormais ouvert à tous, sur présentation d'une carte magnétique délivrée sur simple demande. Des prestations saisonnières aussi ont été proposées, notamment sur la collecte des sapins de Noël. Les pompes d'apport volontaire se multiplient avec la généralisation des bornes de collecte du textile. Il y en a 5 sur la commune, c'est quand même mieux qu'ils se retrouvent dans ces bornes d'apport volontaire que dans les ordures ménagères résiduelles. Et un nouveau programme de prévention de déchets est proposé en commission consultative. Donc la métropole, qui est le siège, gère l'ensemble des prestations mutualisées, donc tout ce qui est travaux, études et marchés publics. L'antenne, c'est géré par nos services, par M. Boetti et par M. Anthony Ramel, qui est chef de service, et je remercie pour l'excellent travail qu'ils fournissent, ainsi que leurs équipes, sur la collecte en porte-à-porte et le pôle de la valorisation. Le Cytomate, comme vous le savez, gère la gestion de l'usine d'incinération des ordures ménagères, le transport des flux, la gestion de valorisation des matières recueillies dans les pôles de valorisation et les points d'apport volontaires des emballages ménagers, que ce soit le verre, le papier carton ou le plastique. Quelques chiffres pour montrer quand même
l'énorme travail qui est fait pour la collecte des déchets. Donc sur les ordures ménagères résiduelles sur la métropole, c'est 172 000 tonnes. Le papier carton, c'est 15 000 tonnes. Le plastique, 2500 tonnes. Le verre, 10 000 tonnes. Le pôle de valorisation, donc les déchetteries, 74 000 tonnes. Les déchets électriques, 1700 tonnes, ce qui fait un total de 276 000 tonnes. Voilà, donc un petit aperçu de ce rapport qui est bien complet. Donc je vous demande si vous avez des observations sur ce rapport. Donc nous prenons donc acte de la présentation donc, de ce rapport. Le point numéro 2, c'est l'autorisation de signer le contrat 2B de la rade de Toulon et des Îles d'Or sur la période 2023-2026. Donc c'est la réunion de deux contrats, donc le contrat 2B de Toulon et le contrat 2B de Hyères. Donc c'est 500 km² d'espace maritime plus 880 km² de bassin versant, donc qui s'étendent du côté ouest de Toulon en passant par Le Gapot et Maravenne. L'objectif de ce contrat 2B est d'apporter des solutions concrètes aux problématiques locales liées à la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Donc il y a 6 axes de travail qui se dégagent. Donc c'est réduire les pollutions pour améliorer la qualité des eaux, garantir une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique, on est en plein dedans, gérer durablement les milieux aquatiques continentaux, c'est important, en lien avec la prévention des risques, gérer durablement l'interface terre-mer et le milieu marin, renforcer la prise en charge, la prise en compte des enjeux eau dans les documents d'urbanisme, on l'a vu dans certains secteurs, notamment du côté de Fayence où il y a eu des documents d'urbanisme qui ont été modifiés, aligner le contrat, faire vivre le réseau d'acteurs et promouvoir la démarche. Donc ces 6 enjeux transversaux, c'est plus de 18 objectifs, 238 opérations portées par 40 maîtrises d'ouvrage. Et nous, bien sûr, nous sommes dans le maître d'ouvrage principal. Pour Carquia, nous avons proposé 2 projets, donc la désimperméabilisation et végétalisation des cours d'école maternelle et élémentaire, et l'engagement dans la démarche de certification port propre du port des Salettes et la réalisation de l'étude diagnostique. Voilà. Donc, qu'il y a des observations à formuler, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point numéro 3, donc c'est l'aménagement du tableau des effectifs du personnel communal par la création d'emplois. Je précise juste avant de te laisser la parole, Benoît, que ce n'est pas une création d'emplois, mais c'est un transfert de la caisse des écoles sur le budget principal. Voilà, 3 personnes, 3 personnels. Benoît. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. La commune de Carqueiranne apporte une attention permanente à conforter et améliorer la qualité des services rendus aux Carqueiranais. Cela se concrétise par l'accompagnement dans la professionnalisation des agents tout au long de leur carrière professionnelle, l'avancement au grade supérieur de ceux qui remplissent les conditions requises, la mobilité et le recrutement. Dans le cadre de mobilité interne et afin de pouvoir procéder à la nomination des agents concernés, il convient de créer les emplois suivants. 3 emplois à temps plein d'adjoint administratif principal de première classe, filière administrative catégorie C. Je propose en conséquence d'approuver la création de ces emplois. Merci Benoît. Avez-vous des observations? Donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 4, l'approbation du règlement intérieur du parc automobile communal. Et je te laisse de nouveau la parole, Benoît. La commune dispose d'un parc de véhicules mis à disposition des agents de la ville, de l'antenne métropolitaine et des élus pour leurs déplacements professionnels. La rationalisation de la gestion de ce parc et les impératifs de transparence imposent que les utilisateurs soient informés des conditions relatives à son utilisation. Le présent règlement a pour objet de rappeler les contraintes juridiques et financières qui s'imposent à la commune, ses élus, ses agents, dans le cadre de l'utilisation des véhicules de service. Il concerne les véhicules à moteur à l'exclusion des véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Je vous propose en conséquence d'approuver le projet de règlement intérieur de l'utilisation des véhicules tel que joint en annexe. Merci Benoît. Donc avez-vous des observations? Donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Il y avait quelqu'un? Ah, pardon, excusez-moi. Alors attendez, on repose au vote comme ça. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Ok, très bien. Je vous remercie. Le point numéro 5, l'autorisation de signer la convention cadre d'accueil des collaborateurs occasionnels au sein de la collectivité. C'est de nouveau à toi, Benoît. Merci. Les personnes qui apportent leur concours de manière effective aux collectivités territoriales dans le cadre normal de ces activités, dans un but d'intérêt général et en leur qualité de particuliers, sont qualifiées de collaborateurs occasionnels du service public ou plus communément de bénévoles.
La jurisprudence a dégagé les conditions permettant de qualifier la collaboration occasionnelle. Le bénévole doit être intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de particulier. Les bénévoles sont des particuliers qui souhaitent s'investir pour la commune et qui agissent de façon temporaire et gratuite pour le compte de la collectivité avec laquelle ils n'ont pas de lien direct de subordination. La collaboration est formalisée par une convention d'accueil entre la collectivité et le bénévole, telle qu'annexée à la présente délibération. À titre d'exemple, les bénévoles pourront intervenir dans le cadre de manifestations culturelles ou touristiques, d'animations proposées par la collectivité ou en faveur du soutien scolaire. Je vous propose en conséquence d'approuver le projet de convention joint en annexe. Merci Benoît. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, l'autorisation de signer la convention de prêt à usage entre la commune et l'ERL, donc la ferme au cactus. Donc M. Pizot est absent, c'est moi qui vais faire le point numéro 6. Donc l'exploitation agricole, la ferme au cactus, que nous connaissons tous, nous a proposé le prêt d'une bande de terrain non exploitée afin de permettre le stationnement des véhicules lors des manifestations sportives et entraînements organisés au stade Stasis, qui fera à peu près entre une dizaine, vingtaine de places. Je les remercie bien sûr pour cette proposition qui va dans le sens de l'intérêt général et qui vise donc à améliorer le stationnement et surtout la sécurité des personnes. Voilà. Donc, avez-vous des observations? Oui, Madame Daguet. Merci, Monsieur le maire. Comme je l'ai fait remarquer à vos services, le plan de bornage ne correspond pas. J'ai demandé à Monsieur le DGS de bien vouloir corriger pour rendre la délibération conforme à la réalité. Donc en fait, on a joint un plan de bornage qui porte sur la parcelle BH77 et si on vérifie sur France Cadastre, la BH86 et la BH87 n'existent pas. Et la BH77 appartient toujours à d'autres consorts. Je crois qu'on vous a répondu, mais bon, je n'ai pas suivi. Je demande systématiquement qu'on vous réponde. Simplement, pour le cadastre, avant que ça soit enregistré au niveau du cadastre, c'est 18 mois. Donc c'est pour ça que tout simplement, c'est pas enregistré au niveau du cadastre. Par contre, sur l'acte, il y a l'acte notarié qui est joint et donc qui fait foi. L'acte notarié est joint à quoi? Normalement, à la délibération, je suppose. Non, justement, Monsieur le maire, c'est pour ça que j'ai attiré l'attention de vos services là-dessus. Alors, je vais interroger mon directeur général des services. Étant ici fait que la dite parcelle provient de la division, je croyais qu'elle était jointe. Au terme d'un document d'arpentage dont une copie est jointe. Vous pensez bien qu'on n'a pas... Mais la peut-être qu'on n'a pas joint. Copie d'arpentage n'est pas la bonne. Peut-être qu'on l'a pas joint. En tout cas, je vous dis, il faut 18 mois. En tout cas, tout est en règle. Et la notarié qui fait foi. Alors après, je ne sais pas s'il fallait la joindre ou pas. Je vais interroger mon DGS. Simplement. Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Encore deux questions. Ah, pardon. Sur le même point? Oui, bien sûr. Quels aménagements vont être réalisés sur ce terrain qui est un petit peu en contrebas de la voie goudronnée? Et est-ce que les compteurs électriques vont être déplacés et à vos frais ou est-ce qu'il y a un budget pour utiliser cette parcelle qui est prévue? Alors honnêtement, on n'en est pas encore là. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut aménager et ensuite on verra ce qu'on peut faire et on verra avec le propriétaire qui prend en charge ou qui ne prend pas en charge tout simplement. Voilà. Pour l'instant, on en est là, tout simplement. Mais je vais vous faire répondre par mon DGS, si vous le permettez, sur cette problématique-là. Oui, bonsoir. Donc c'est toute la zone, il y a eu 5 divisions successives. On ne pouvait pas vous transmettre tous les actes notariés qu'il aurait fallu anonymiser. En plus, il y avait beaucoup de données personnelles à l'intérieur. Donc la parcelle existe bien. Donc on a vérifié avec le service de l'urbanisme, avec Monsieur Comte, qui se tient à votre disposition si vous voulez consulter les documents. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas vous transmettre tous les actes notariés. Et donc cette parcelle est issue de beaucoup de sessions. De sessions, exactement. Mais c'est une parcelle qui existe et elle sera bien sûr retranscrite dans le cadastre dans les prochains mois, comme vous l'a dit Monsieur le maire. Je précise que je n'ai pas demandé de recevoir les copies des titres de propriété. J'ai juste mentionné qu'il convient de justifier auprès du conseil municipal le titre de propriété de la parcelle, objet de la convention, pour que les choses soient claires. Merci Madame Daillet. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, c'est la modification du règlement interne de la commande publique. Et je te recède la parole, Benoît. Merci.
Par délibérations successives, nous avons adopté puis adapté le règlement interne de la commande publique rappelant les règles essentielles en vigueur en la matière et en fixant les règles internes applicables au marché public. La précédente version de ce règlement était adoptée par délibération portant le numéro 2022-02-08 en date du 28 mars 2022. La modification à ce document concerne le règlement du seuil interne par l'utilisation de la règle des 3 devis, passant de 500 € à 1500 €. Afin de tenir compte des évolutions réglementaires intervenues depuis cette date, je vous propose en conséquence d'approuver la nouvelle version de ce document. Merci Benoît. Avez-vous des observations sur ce point numéro 7 ? Ah d'accord. Oui, vous parlez C'est vous qui d'évolution gérez les réglementaire. interventions des autres élus, d'accord. Pardon? C'est vous qui gérez les interventions des Non, autres je élus. croyais qu'elle avait pris la parole. Je Ah d'accord. l'entendais. Non, parce que Donc, normalement c'est moi le membre, c'est le. Oui, bien sûr, mais qui gère la vous voyez, séance. là, Non, je vous- l'entendais parler, Non, ça- Madame Reynaud, donc j'ai cru Ah, qu'elle voulait prendre la parole. Pardon. Alors allez-y. Oui, on parle d'évolution réglementaire, donc quelles sont-elles? Par ailleurs, je dirais simplement que, comme je l'avais déjà souligné, 500 €, c'était fort peu, et 1500, c'est une amélioration, mais c'est encore trop peu au regard des lourdeurs administratives. Mais je veux bien savoir quelles sont les évolutions réglementaires. Alors tu vois, non, alors tout simplement, on était passé donc devant la difficulté que nous avons trouvé à notre arrivée au niveau du budget. Donc effectivement, on avait remarqué tout simplement que tout le monde, il y avait beaucoup de personnes qui commandaient un peu tout et n'importe quoi. Donc on a voulu recadrer tout ça. Donc on a voulu être très strict au départ, parce que je vous rappelle qu'on était quand même sur le réseau d'alerte, les moins 10 jours de fonds de roulement, etc. Donc on a tout effectivement très serré. Donc on était parti de 0 à 500 sans devis. On était passé ensuite de 500 à 10 000 € pour 3 devis. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'était trop peu, on perdait trop de temps au niveau de la réactivité, au niveau de tous les services, et c'est pour ça qu'on est monté à 1500 €, et on partira à partir de 3 devis sur 1500 € jusqu'à 10 000 €. Et effectivement, en plus avec l'augmentation des matières premières, l'augmentation sur les prix, il était urgent d'intervenir. Effectivement, vous l'aviez relevé, c'est vrai, mais croyez-nous, au départ, quand nous sommes arrivés et que nous devions passer sous le réseau d'alerte, on avait préféré quand même serrer un petit peu de partout, et on ne regrette pas d'avoir fait ce choix, et on a su évoluer aussi, et on évoluera peut-être encore après, derrière, sur les procédures. Tout à fait. Donc c'est vrai que pour la réactivité, pour l'équilibre, pour le fonctionnement, il a fallu monter de 500 à 1500 €. C'était une demande des services, et bien sûr, nous y répondons favorablement pour beaucoup plus de réactivité. Mais finalement, il n'y a pas de... La question, j'ai laissé monsieur le maire répondre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de question de règlement propre, dit, c'est propre à la collectivité suivant l'évolution des matières. Voilà. Non, réglementairement, il n'y a pas de... Je pensais, alors c'est peut-être mal été rédigé, c'est le point que je voulais que monsieur le maire vous conforte ou nous guide, mais finalement, c'est juste un peu plus de liberté au niveau des directions, mais tout est contrôlé par les directions, c'est-à-dire que l'achat qui est fait par les agents est contrôlé par le DGS, DGA ou l'ensemble des directions. Voilà. Merci. Merci Benoît. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 8, c'est l'avis du conseil municipal sur la fermeture d'une classe à l'école élémentaire Jules Ferry. Je te cède la parole, Christine. Bonsoir. Alors, par courrier en date du 10 février dernier, monsieur l'inspecteur d'académie nous informait de sa décision de retirer un poste d'adjoint à l'école élémentaire publique Jules Ferry à la rentrée scolaire de septembre 2023. La réalité des effectifs scolaires pour la rentrée de septembre 2023, 141 élèves pour l'école élémentaire Jules Ferry, ne constitue pas un argument recevable et ne nous permet pas de nous opposer à cette fermeture. Je vous propose en conséquence d'acter la fermeture d'une classe à l'école élémentaire publique Jules Ferry. Donc merci Christine. Avez-vous des observations? Madame Daguet, on vous écoute. Merci, monsieur le maire. Donc, oui, j'ai des questions, en fait. Je voudrais savoir quel est le niveau de la classe qui est supprimée. En réalité, de quel chiffre, enfin, quelle est la baisse au niveau du nombre d'élèves, et est-ce qu'il y a des projections futures? La lettre de l'inspecteur d'académie parle de consultation des instances représentatives. Quelles sont-elles? Et est-ce qu'il y a d'autres motivations, puisque la lettre de l'inspecteur d'académie ne mentionne pas de motivation sur la raison de la fermeture? Merci.
Alors, pour répondre à votre première interrogation, il n'y a pas forcément un niveau de classe qui va fermer, c'est-à-dire que c'est le dernier enseignant nommé sur l'école qui va partir. Après, l'organisation interne de l'école, c'est la directrice qui le fera en fonction des élèves qui vont rester, et elle va organiser les classes en fonction des niveaux des élèves. Donc voilà, il y a juste un poste d'enseignant qui ne sera plus présent sur l'école. Ensuite, vous avez demandé quelles sont les instances. Alors, il y a 2 instances. Il y a le comité social d'administration spécial départemental, qui a un avis consultatif où sont présents des élus, des membres de l'éducation nationale, les syndicats, qui donnent un avis sur la fermeture et l'ouverture des classes. Bien sûr, nous n'étions pas conviés. Et le lendemain, il y a donc le conseil départemental de l'éducation nationale qui, lui, valide la fermeture ou l'ouverture des classes. Voilà. C'est bien sûr l'inspecteur d'académie qui est décisionnaire de cette fermeture. L'année dernière, nous avons... Monsieur le maire a eu monsieur l'inspecteur d'académie au téléphone et nous avons réussi à éviter cette fermeture. Cette année, les effectifs qui étaient prévus pour la rentrée de 2023 nos motivations n'ont pas réussi à convaincre l'inspecteur d'académie, en sachant qu'avec une fermeture de classe, la moyenne par classe serait de 23 élèves, et la fermeture est actée quand l'effectif de la classe ne dépasse pas 24 voire 25 élèves. Donc là, les effectifs, si vous voulez, on n'a pas pu faire, on n'a rien pu faire. Voilà, on a essayé, mais c'est l'inspecteur d'académie qui décide. La décision finale vient de lui. Hein. Ah, j'entends bien, madame. Mais du coup, est-ce qu'il y a des perspectives sur d'autres départs d'élèves? Et je veux dire, est-ce que ça va évoluer à la baisse ou à la hausse? Qu'est-ce qui est projeté? Alors, depuis 2017, nous avons perdu une 50aine d'élèves. Et ces 50 élèves, on les retrouve dans les établissements privés. Voilà. Alors, pour l'instant, les perspectives pour l'année prochaine, nous sommes en pleine période d'inscription scolaire, donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de chiffres puisque les inscriptions ne sont pas terminées. Mais nous avons fait des projections et effectivement, il y a une baisse significative d'élèves sur la commune. Voilà. Alors, juste pour rappeler, nous avions demandé l'année dernière le transfert d'une classe de l'école maternelle Saint-Exupéry sur l'école maternelle Romain Rolland, qui a été refusé et qui aurait peut-être permis cette année de sauver cette fermeture de classe. Voilà. Merci Christine. Donc bien sûr on va s'opposer bien sûr à cette, si vous êtes tous d'accord, donc qui est contre la fermeture d'une classe à l'école à l'école Jules Ferry. Donc je vous propose bien sûr, moi en tout cas moi je voterai contre. Voilà. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9, on vient d'en parler précédemment Christine, l'avis du conseil municipal. Alors là c'est nous sur le transfert d'une classe de l'école maternelle publique Saint-Exupéry à l'école maternelle publique Romain Rolland. Je te recède la parole Christine. Donc, toujours par courrier en date du 10 février dernier, monsieur l'inspecteur d'académie nous informait de sa décision de transférer un poste d'adjoint de l'école maternelle publique Saint-Exupéry vers l'école maternelle publique Romain Rolland à la rentrée scolaire de septembre 2023. La volonté d'équilibrer les effectifs des 2 écoles maternelles pour la rentrée de septembre 2023 aura pour but d'éviter de futures fermetures de classes. Je vous propose en conséquence d'acter le transfert d'une classe de la maternelle publique Saint-Exupéry vers l'école maternelle publique Romain Rolland. Merci Christine. Avez-vous des observations? Non. Madame Daguet. Merci. Donc,
Et c'est pareil, est-ce qu'il y a une année spécifique d'année maternelle qui est transférée? Non. Et est-ce que les familles ont été informées, consultées? Pour l'instant, j'ai participé au conseil d'école des deux écoles maternelles. Les enseignants n'ont même pas été informés officiellement de la fermeture et du transfert de classe. Voilà. Merci Christine, merci Madame Daguet. Donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, 11 et 12, donc c'est les autorisations de signer la convention avec des associations qui vont au-delà de 23 000 € de subvention. Donc nous devons les passer, c'est la loi, au conseil municipal. Donc l'autorisation, la première, le point numéro 10, de signer la convention de partenariat financier à intervenir avec le rugby club hier Carqueiranne Lacro. Et je te laisse la parole, Catherine. Bonsoir à tous. Donc oui, ce sont les mêmes 3 délibérations qui vont suivre, il y a juste le montant qui est différent. Donc en cohérence avec le projet éducatif territorial, la commune labellisée Terre de Jeux 2024 souhaite promouvoir le sport comme vecteur de cohésion sociale et à cette fin mène une politique de soutien aux grands clubs sportifs locaux chargés de promouvoir et d'organiser les disciplines sportives sur son territoire. Ces associations et leurs membres participent également à la vie locale à travers des événements organisés. Conformément à son objet statutaire, l'association Rugby Club Hier Carqueiranne Lacro développe et organise la pratique du rugby à Carqueiranne, mission pour laquelle elle obtient des résultats probants dans la formation et les différentes compétitions organisées par sa fédération de tutelle. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 fixe, entre autres obligations, celle de conclure une convention pour les subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. Considérant que le programme d'action 2023 présenté par le RCHCC participe à cette politique, la commune décide d'établir un partenariat financier avec cette association, traduit dans une convention qui fixe notamment les charges et engagements incombant aux parties. Je vous propose en conséquent d'approuver le projet de convention joint en annexe et d'attribuer une subvention au RCHCC d'un montant de 50 000 €. Merci Catherine. Avez-vous des observations concernant cette délibération? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on passe au point numéro 11. Donc il s'agit de la même délibération en faveur de l'Union sportive Carqueiranne Lacro, le club de football. Le montant de la subvention prévue est de 35 000 €. Merci Catherine. Des observations à formuler? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12. Et le dernier, la convention en faveur du Carqueiranne Var Basket vous est également présentée et la subvention s'élève à 35 000 €. Merci Catherine. Des observations à formuler? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Juste pour vous préciser qu'il y a 2 matchs importants concernant deux de ces associations, qui concernent le Carqueiranne Var Basket qui joue à 20h samedi contre le HTV, et c'est donc le derby, donc je vous invite bien sûr à aller les voir à 20h à la Halle des Sports, et le RCHCC qui a un match important pour se maintenir en national contre l'équipe de Rennes, donc ça sera dimanche à 15h au stade du Pianet à Hyères. Ensuite, nous continuons, donc là nous partons sur le côté finance, quoique nous étions déjà avec les subventions aux associations. Donc on va passer les 3 comptes de gestion du comptable sur le budget donc principal de la commune, du port et des pompes funèbres. Vous savez qu'on n'a plus la ZAC ni la Trélette, donc il n'y a plus que 3 budgets qui sont en tout point identiques aux comptes administratifs de la commune. Donc ensuite nous passerons les comptes administratifs de la commune de 2022 avec les différentes affectations, et ensuite nous passerons au budget primitif de ces 3 budgets sur 2023. Donc le point numéro 13, donc l'approbation du compte de gestion du comptable pour le budget annexe du service extérieur des pompes funèbres sur l'exercice 2022. Et je te laisse la parole, Gilles. Bonsoir à tous. En application du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit examiner chaque année le compte de gestion établi par le comptable aux fins de reconnaître que celui-ci s'est acquitté correctement de sa charge. Ce document vous a été transmis, il est annexé à la présente délibération, et il est concordant avec le compte administratif de l'ordonnateur que nous allons examiner par la suite. Je vous propose en conséquence d'approuver le compte de gestion du comptable 2022 pour le budget annexe du service extérieur des pompes funèbres. Merci Gilles. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 14 avec l'approbation du compte de gestion
comptable pour le budget annexe du port pour l'exercice 2022. Et je te laisse la parole, Gilles. Il s'agit exactement de la même délibération que pour le budget annexe du port. Donc, on peut Voilà. passer au... Donc, merci Gilles pour cette brillante intervention. Donc, qui est contre? Merci, Arnaud. Qui s'abstient? Je vous remercie. Je ne te le referai pas pour le point numéro 15. L'approbation du compte de gestion du comptable pour le budget principal de la commune. Donc, il s'agit du compte de gestion 2022 du budget principal de la commune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 16, c'est la désignation d'un président de séance. Donc, ainsi que le prévoit le Code général des collectivités territoriales, le maire en exercice ne peut pas être présent lors de l'approbation des comptes administratifs qu'il présente, donc sur les 3 comptes. Pour toutes les délibérations concernées ou lors du vote de certaines subventions du budget primitif auxquelles je ne peux prendre part, donc je vous propose de désigner donc Madame Girard comme présidente de séance. Lorsque Madame Girard devra quitter la salle en même temps que moi, je vous propose de désigner Madame Prignol donc comme présidente de séance. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on va passer au point numéro 17, donc l'approbation du compte administratif maintenant du budget annexe du service extérieur des pompes funèbres sur l'exercice 2022. Je te recède la parole, Gilles. Alors, les résultats de clôture du budget annexe du service extérieur des pompes funèbres sont les suivants. En section de fonctionnement, à moins 26 625 euros et en section d'investissement, à plus 23 082 euros. Ces résultats varient en fonction des constructions de caveaux et columbariums effectuées dans l'année, ainsi que des ventes réalisées et des stocks constatés en fin d'exercice. Alors il faut que je sorte. C'est ça. Avez-vous des observations avant que je sorte? Non. Alors je sors. C'est juste qui? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au point numéro 18 sur l'avis, donc sur l'affectation des résultats de l'exercice 2022, budget annexe du service extérieur des pompes funèbres. Je te laisse la parole. « 26 625 euros et 51 centimes. Au chapitre 001, solde d'exécution positive de la section d'investissement reporté, 23 082 et 26 centimes d'euros. Merci Gilles. Donc pour concernant cette affectation sur les pompes funèbres, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pardon, vous abstenez? Pardon, excusez-moi. J'ai pas eu une note progressive, donc je vois, du coup je vois pas. Voilà, donc je vous le dis. C'est pas pour vous manquer de respect. Le point numéro 19, l'approbation du compte administratif du budget annexe du port sur l'exercice 2022. Alors, avez-vous des observations déjà formulées avant que je ne sorte? Donc pour le budget annexe du port, les résultats de clôture de l'exercice 2022 sont les suivants. En section de fonctionnement, plus 21 376 euros. En section d'investissement, hors reste à réaliser, plus 879 931 euros. Le solde des restes à réaliser se monte à moins 908 480 euros. Et le solde d'investissement avec reste à réaliser à moins 28 549 euros. À toi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point numéro 20, donc avis sur l'affectation des résultats de l'exercice 2022 sur le budget annexe du port. Donc je laisse la parole, Gilles. Alors pour le budget annexe du port, je vous propose l'affectation des résultats suivants. Au compte 1068, autres réserves, 21 376 euros. Au chapitre 001, excédent antérieur reporté, 879 931 euros. Donc merci Gilles. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Le point numéro 21, donc l'approbation du compte administratif du budget principal de la commune sur l'exercice 2022. Donc je vais demander à ce qu'on projette les résultats sur l'écran, enfin sur le mur, et d'éteindre. Voilà. Donc, vous avez à gauche donc, la section de fonctionnement avec les dépenses et les recettes, et à droite la section d'investissement donc sur les dépenses et les recettes, donc ça fait beaucoup de chiffres. Alors on va essayer d'être clair, donc on va partir d'en haut, donc à gauche, donc d'abord sur les dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général, je vous rappelle, donc c'est tout ce qui est eau, électricité, carburant, maintenance, prestation de services, communication, assurance, donc ils étaient prévus sur le budget prévisionnel à 2 355 839 €. Nous avons fait un petit peu mieux, 2 318 368 €. Sur les charges de personnel, ils étaient donc prévus à 7 550 000 €. Nous avons fait 7 540 000 €, 888 000 €, donc c'est stable, c'est ce que nous avions prévu. Sur les charges de gestion courante, qui sont donc les subventions d'équilibre à la Caisse des écoles, au CCAS, c'est les subventions que nous donnons donc aux associations, aux syndicats dont la commune est membre et aux indemnités des élus. Donc nous avions prévu 2 981 773 €, nous finissons à 2 909 967 €. Concernant les atténuations de produits qui concernent donc la pénalité SRU, l'AC en fonctionnement, donc l'attribution de compensation sur la commission locale des évaluations des charges transférées d'environ 400 000 € et sur le début de lissage de la TOM. Donc nous avions prévu 1 845 000 €, 808 je crois, 1 842 000, donc 808 nous finissons à 3 000 € de moins. Et c'est là que nous retrouvons, Madame Daguet, les 800 000 € de pénalité SRU que la préfecture nous a demandé sur des projets déduits mais jamais réalisés par l'ancienne municipalité, d'où cette somme très très importante sur l'atténuation de produits. Sur les charges financières, donc c'est simplement les intérêts d'emprunt que nous devons payer chaque année, on l'avait déjà vu sur le débat d'orientation budgétaire à 461 193. Sur les charges exceptionnelles, donc c'est sur les annulations de mandats. Donc nous avions prévu 86 000 € et nous sommes à 40 431. Ça comprend aussi les élèves on en a parlé tout à l'heure, qui vont sur les écoles privées. Ça concerne aussi les contentieux d'urbanisme et autres sur la collectivité. Et ça concerne aussi les sportifs de haut niveau. Donc nous faisons quand même 46 000 € de moins. Et nous avions prévu, et ça on y tenait, à avoir des dépenses imprévues. Nous avions prévu 235 000 € et bien sûr sur le compte administratif 2022, il bien sûr ne s'y retrouve pas. Donc nous avions évalué les dépenses réelles de fonctionnement à 15 515 613 €. Nous finissons donc à 15 113 655 €. Donc c'est plutôt très bien, donc 400 000 € de dépenses en moins que ce qui avait été prévu initialement. Et ensuite les opérations d'ordre qui sont sur les amortissements entre les dépenses de fonctionnement et les recettes d'investissement. Donc nous finissons sur les dépenses de fonctionnement à 16 92 501 € au lieu des 16 481 844 €. Sur les recettes de fonctionnement, donc vous avez les produits des services, ce sont tout ce que nous recevons donc de la maison municipale de la petite enfance, ce que nous recevons de l'occupation du domaine public, ce que nous avons aussi de GRAC, du périscolaire, ce que nous avons... non, je croyais que tu voulais intervenir. Sur le sport, donc nous avions prévu 948 000 €, nous finissons à 1 71 862 € grâce à un gros travail des équipes sur les droits de terrasse. Sur les impôts et taxes, donc qui comprennent bien sûr la taxe foncière, qui comprennent la taxe d'électricité, les droits de mutation, qui comprennent aussi la dotation de solidarité communautaire, le fonds de péréquation nationale intercommunale, qui comprend aussi les taxes sur les publicités extérieures et sur les droits de place. Nous avions prévu 15 697 864, nous finissons à 16 470 885 €. C'est dû à des droits de mutation exceptionnels pour 2022. Puisque nous avions prévu, je crois, 1 500 000 € environ, et nous finissons à 2 100 000 €, donc ce qui nous fait du bien pour la collectivité. Les dotations et participations, donc c'est la dotation globale de fonctionnement et ce que nous attribue la CAF. Donc nous avions prévu 929 045 €, nous finissons à 902 697 €. Cette petite baisse est due à la diminution de la dotation globale de fonctionnement de l'État, qui, je le rappelle, était de 1 500 000 € en 2012 et qui est aujourd'hui de 210 000 €. Les produits de gestion courante, donc c'est certaines locations de salles et certaines assurances, nous avions prévu 65 000 €, nous finissons à 87 186 €.
Les produits financiers doivent apparaître, même si c'est maigre, c'est 200 euros, donc pour 200 euros, c'est 90 euros, c'est lors du transfert de la compétence sur l'assainissement en 2008 ou 2009 à la métropole, c'est un petit crédit que la métropole nous rembourse. Les produits exceptionnels, donc c'est les annulations pareilles de titres, c'est en adéquation avec les charges exceptionnelles qu'on a vues précédemment, nous avions prévu 26 478, nous finissons à 13 630 euros. Les atténuations de charges, c'est les remboursements d'assurance et des charges syndicales qui nous sont remboursées, nous avions prévu 105 000 euros, nous sommes à 119 031 euros. Donc sur les recettes réelles de fonctionnement, nous avions prévu 17 771 587, nous finissons à 18 665 381. Plus les opérations d'ordre donc de 848 567 qui sont les reprises de subventions qui sont en rapport aussi avec les dépenses d'investissement, plus l'excédent reporté que nous avions précédemment de 1 203 817 ou 817 je crois. Donc les total de recettes de fonctionnement s'établissent à 20 436 438 euros au lieu des 19 824 146 euros. Donc tout ça pour vous dire que le résultat de fonctionnement, nous avions prévu 3 342 302 euros et que nous finissons à 4 343 937 euros, ce qui est très très bien pour la collectivité, surtout par rapport à la période que nous vivons aujourd'hui avec l'imprévision des marchés, la hausse des charges générales et autres. Donc l'indicateur très très important à retenir, c'est l'épargne brute, c'est la CAF brute, qui est l'indicateur primordial que nous devons regarder. Donc elle s'élève à 3 595 489 euros et pour une épargne nette à 1 983 588 euros. Et nous aurions une épargne de gestion si vous partez de l'épargne brute et si on additionne avec les charges financières, donc notre emprunt, notre dette que nous avons relevée dans le débat d'orientation budgétaire, les 461 000 qui pourraient s'ajouter aux 3 595 000 euros, nous serions à plus de 4 millions d'épargne de gestion. Donc malgré tout, la dette pèse, malgré ces bons chiffres. Donc on avait prévu des dépenses de fonctionnement le plus élevé possible et on a été plutôt agréablement surpris. Et on avait prévu les recettes les moins élevées possibles et on a été agréablement surpris. Donc tant mieux. Agréablement, c'est pas de la surprise, c'est surtout et beaucoup de travail à la fois des services, à la fois de tous les membres des élus. Et donc nous avons plutôt bien géré ces résultats de fonctionnement. Nous passons en haut à droite sur la section d'investissement, donc sur les dépenses d'investissement. Donc les emprunts et les dettes assimilées, ça c'est l'emprunt que nous devons payer malheureusement chaque année, donc qui était 1 611 901 euros, donc bien sûr sur les prévisions et sur le compte administratif ce sont les mêmes. Les immobilisations incorporelles, ce sont les frais d'études que nous avons lancés, donc c'est à peu près identique à ce qui était prévu. Les subventions d'équipement, c'est les subventions d'équilibre que nous faisons au CCAS, à la caisse des écoles, sur l'AC en investissement, sur l'attribution de compensation, sur la commission locale d'évaluation de charges transférées pour la voirie qui est évaluée à 230 000 euros. Et c'est aussi ce que nous subventionnons donc pour les logements sociaux, pour faire du logement social sur Carqueiranne. Donc nous avions prévu 1 288 376 euros, nous sommes à 1 038 376 euros, tout simplement parce que nous n'avons pas fait de subvention d'investissement à la Caisse des écoles ni au CCAS. Donc cette somme-là, c'est la collecte sur l'investissement, plus les 700 000 euros que nous avons donnés pour la subvention pour CDC Habitat pour le Général de Gaulle pour faire du logement social, plus un reliquat que nous devions pour l'Amiral à la fin des travaux pour le logement social. Les immobilisations corporelles, donc c'est les travaux, les acquisitions que nous avons fait cette année. Donc bien sûr, nous sommes toujours ambitieux. Puis après, la réalité des marchés et la réalité de ce que nous devons faire, des subventions qui nous sont accordées. Donc on avait prévu 4 143 811 euros et nous finissons à 2 715 588 euros. Donc nous voyons qu'entre les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles, nous finissons presque à 2,8 millions, 2,9 millions de travaux, donc d'investissement sur la commune. Les opérations d'ordre qui sont en rapport donc qu'on nous retrouvons aussi avec les dépenses, les recettes de fonctionnement, ça c'est les amortissements, les reprises de subventions, pardon, le déficit reporté de l'année précédente, donc 638 000 euros, puisque nous avons fini à moins 638 000 euros l'année dernière, et les dépenses imprévues que nous avions prévues à 200 000 euros, qui ne sont bien sûr pas reportées sur le compte administratif, donc nous finissons à 6 705 695 euros. Sur les recettes d'investissement, les dotations et réserves, ce sont les fonds de compensation de la TVA plus la taxe d'aménagement. Donc on avait prévu 328, on a eu 274 000 euros. L'excédent de fonctionnement capitalisé, donc ça c'était de l'année dernière, donc l'excédent de fonctionnement capitalisé qu'on avait reversé donc pour
pour amortir l'investissement, la dette en investissement de 1 569 293 €. Nous sommes allés chercher en subvention 995 274 €, donc il y a une bonne chose. Ensuite, les autres immobilisations financières, ça rejoint l'assainissement que j'ai parlé tout à l'heure. Les opérations d'ordre, bon ça vous les avez compris, c'est croisé, c'est tout simplement croisé, donc c'est les amortissements, recettes d'investissement, on les retrouve en dépenses de fonctionnement. Les opérations patrimoniales, c'est les frais d'études qu'on lance et que nous, sur lesquels nous donnons pas suite, donc nous ne retrouvons pas en immobilisation incorporelle qu'on avait vu là-haut, donc elle s'équilibre les opérations patrimoniales en dépenses et en recettes. Donc le résultat d'investissement, nous finissons à moins 2 865 590 €. Ce qui est très important, c'est la ligne emprunt et dette assimilée. Vous voyez, il n'y a rien. Donc on a réussi, c'est l'année 2022, à ne pas emprunter et ça fait des années, des dizaines d'années que la collectivité n'avait pas emprunté. Donc on a réussi à investir énormément sans emprunter, et ça c'est tout en payant 1 600 000 € de capital et 460 000 € d'intérêt sur le budget communal, parce qu'après se rajoute le budget du port. Donc avec les restes à réaliser en dépenses 806 452 € et les restes à réaliser en recettes à 610 000 €, nous finissons avec un résultat d'investissement après les restes à réaliser à moins 3 061 074 €. Nous voyons qu'avec le chiffre à gauche de 4 343 937 €, nous allons pouvoir affecter un excédent de fonctionnement capitalisé pour solder cet investissement. C'est le but, de sortir énormément d'argent en fonctionnement pour combler le déficit en investissement sans avoir emprunté. Dans la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Donc, et nous aurons un excédent reporté pour l'année prochaine pour l'autofinancement d'1 282 863 €. Voilà le bilan voilà le compte administratif 2022. Donc beaucoup de chiffres que nous suivons régulièrement avec Monsieur Goury, bien sûr avec l'ensemble des services, sur l'évolution mensuellement pour tenir les objectifs qu'on s'est fixés, qui étaient hauts, que nous avons déjà développés sur le débat d'orientation budgétaire. L'objectif, bien sûr, c'est de continuer, nous le verrons sur le budget primitif de 2023. Donc nous aurons un excédent reporté de 1 282 863 €, et j'insiste encore une fois sur ce qui est important, c'est l'indicateur en bas à gauche, l'épargne brute et l'épargne nette, qui donne une santé sur la collectivité. Voilà. Voilà la présentation du compte administratif 2022. Je demandais si on peut rallumer. Voilà, et je me tiens... Ça fait un peu mal aux yeux, je suis désolé. Pardon, tu veux qu'on y voit assez clair? Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Oui, pourquoi un tel écart sur les prévisions de subventions? Parce que tout simplement, quand nous faisons des études de faisabilité, nous essayons de partir sur des gros objectifs, et ensuite, soit les subventions nous sont accordées, soit nous ne sont pas accordées. Je vous donne un exemple pour l'État, les subventions d'État que sont la DSIL ou la DETR. Nous serons au mois de mai ou au mois de juin si elles nous sont attribuées, et des fois, nous ne sont pas attribuées. Donc, des fois, nous ne lançons pas les projets, tout simplement parce que nous n'avons pas assez de subventions. Donc, les subventions, nous avons 200 000 € du FRAT, qu'on arrive systématiquement à les chercher. 500 000 € d'aide aux communes du département, c'est assez facile. La DETR, la dotation d'équipement aux territoires ruraux, ou la DSI, la dotation de solidarité d'investissement local, qui a été transformée aujourd'hui en fonds verts, on a parfois énormément de mal à aller les chercher, tout simplement. Donc ça nous bloque. S'il nous manque 200, 300 000 € d'investissement, on a du mal. C'est pour ça que c'est souvent reporté. On peut avoir aussi des offres qui ne correspondent pas à nos attentes, c'est-à-dire qu'on est subventionné à hauteur de 80%. Je vous donne un exemple. Si on on va chercher un projet qui est évalué à 700 000 € TTC, on peut aller chercher 80% de subvention en enlevant la TVA. Donc on va chercher 480 000 €, ou à peu près 500 000 €, j'arrondis, on va dire 700 000 €, un projet à 700 000 €, on peut aller chercher 500 000 €, pas plus, on doit toujours apporter une mise, nous, à minimum de 20%. Quand on ouvre les offres, et il n'y a que là où on le sait réellement, si les offres ne sont pas sur ce qui était prévu et qu'elles dépassent largement, par exemple, qu'elles montent à 800, 900, 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000, on n'a pas de prorata du département, de la région ou de l'État. C'est nous qui devons aller chercher le prorata.
le surplus. Et des fois, ça nous est arrivé aujourd'hui de ne pas engager parce qu'on ne pourrait pas le supporter, tout simplement. Après, honnêtement, on n'aurait pas cette dette au niveau du capital et ses intérêts. Je vous dis qu'il y aurait encore plus de projets, et pourtant ça bouge sur Carqueiranne. On fait beaucoup de choses, on nous le dit. On va chercher énormément de subventions, notamment aussi, j'ai oublié les fonds de concours. Mais après, quand il n'y a que à l'ouverture des offres que l'on sait réellement si on peut lancer le projet ou pas, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je sorte? Sinon, il faut que je sorte, voilà, pour le vote. Oui, Madame Daguet. Bon, merci de m'avoir rappelé pour le micro. Donc, j'ai constaté que sur le compte administratif 2022, comme l'année dernière en 2021, les prestations en nature des associations n'étaient pas reportées. Il y a un tableau qui a été transmis par vos services qui établit ce calcul et normalement les subventions devraient ces avantages en nature devraient être indiqués sur le compte administratif, surtout que le travail est fait. Donc, ça serait juste reporter les montants. Par contre, alors, concernant les dépenses de fonctionnement, on peut constater que si une économie de 457 000 € a été faite sur les dépenses de personnel, en revanche, l'attribution de compensation liée aux compétences transférées à la métropole est d'un montant équivalent, 462 000, et donc aucune économie n'a réellement été dégagée sur ces dépenses de personnel. Oui. Ça n'a absolument rien à voir. Vous ne maîtrisez pas le budget du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que les charges les atténuations de produits, effectivement, on le retrouve sur l'atténuation de produits. Et je vous rappelle qu'on était quand même avant notre arrivée, on était sur 8 600 000 € de charges de personnel. 8 600 000 € de charges de personnel, avec un GVT à 130 000 € d'augmentation chaque année, donc on serait passé à 8 730 000 €, et sans compter l'indice des points des fonctionnaires, où on prend chaque année, cette année en taux plein, on serait à 9 millions. Alors effectivement, il y a une baisse de 400 000 €, mais il y a un effort de plus d'1 million d'euros qui est fait sur les charges de personnel. Oui, mais dire simplement que les dépenses les charges de personnel baissent parce qu'on a transféré les compétences, etc., c'est faux. J'ai une autre lecture. Sur un tiers, mais sur 2 tiers, c'est faux. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Alors, les compétences qui ont été transférées à la métropole entraînent une perte de contrôle, comme on le voit sur le montant de l'attribution de compensation, sur lequel la commune n'a plus de prise. Concernant les dépenses d'investissement réalisées sans recourir à l'emprunt, aujourd'hui, ces équipements sont financés par les Carqueiranais qui résident sur la commune. Alors que si ces dépenses étaient étalées sur plusieurs années selon un plan d'amortissement, elles seraient mises à charge des usagers actuels et futurs. Pour l'année 2022, enfin, l'augmentation de la taxe foncière a servi à financer la pénalité liée à la carence qui s'élève à 1 350 000 €. Merci. Alors, je vais vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez sur la pénalité SRU de 1 350 000 €, on a soldé 800 000 € de pénalité que l'ancienne équipe avait déduit mais jamais réalisé. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un d'autre peut vous le réexpliquer. Donc on était à 630 000 €, on peut pas dépasser. On a eu 630 000 € de pénalité SRU dû à la carence de logements sociaux. Je sais que vous étiez favorable au contrat de mixité sociale. Je sais qu'il faut en faire aussi. Je sais que vous aurez, heureusement que vous n'avez pas été élu parce que vous ne l'auriez pas arrêté, ce qui aurait fait à peu près 1800 logements sociaux sur la commune. Avec 2 personnes en plus, ça aurait fait 3600 personnes. Vu nos difficultés inhérentes à la collectivité et les infrastructures manquantes, vous auriez fait, excusez-moi le terme, exploser la collectivité. Donc là, on serait passé sous tutelle, c'est une certitude. Donc voilà, donc je peux pas, voilà. Donc nous, c'est pas notre, on gère avec, on a 240 demandes de logements sociaux. Effectivement, il en vient, il en faut. Donc on travaille dessus. Et je peux vous dire par contre, parce que vous êtes venu sur les logements sociaux, que ça fait 6 mois à 1 an qu'on n'a plus aucun projet qui vient sur la commune, qui nous est proposé. Donc on peut même pas les étudier, ni des bailleurs sociaux, ni des promoteurs. On n'a plus aucun projet qui vient qui nous vient sur la commune. Donc, je veux dire, on attend, on veut en faire, on veut subventionner, puisque de toute façon, sur le résultat global, ça s'équilibre. On veut loger nos Carqueiranais, et croyez-moi, je reçois beaucoup de monde qui en a réellement besoin. On a 240 demandes de logements sociaux sur la commune. Il faudra en faire 1000 ou 1100 pour ne plus payer cette pénalité SRU. Si vous poursuivez et que vous êtes élu en 2026, vous mettrez cette règle en application. En tout cas, moi, je ne la mettrai pas tant que je serai là. Et on gérera pour redresser la collectivité. Et vu ce qu'on nous a laissé et vu où on en est aujourd'hui, je pense que les services ont bien travaillé et je pense que les élus aussi ont bien travaillé. Mais rien n'est jamais acquis. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours avancer. Voilà.
Merci, Monsieur le maire. Juste pour clarifier, une carence se résorbe sur 20 ans à raison de 5% par an. Donc, s'il y a 1000 logements à produire, ce serait 50 logements par an sur 20 ans. Donc, c'est pas qu'on sortirait 1000 logements de terre en un mandat. Vous me disiez qu'on payait trop de pénalités SRU, je vous répondais pour ne plus payer la pénalité SRU, il faudrait faire 1000 logements sociaux. Voilà. Encore faut-il trouver les promoteurs qui viennent, encore faut-il, avec la loi littorale, la loi climat et résilience et le SCOT, trouver des terrains. Mais peut-être que vous allez pouvoir nous en trouver et aller voir les bailleurs sociaux et les promoteurs parce que y a rien qui nous vient. Je vous rappelle qu'aussi on était en RNU, Règlement National de l'Urbanisme, donc c'est pas aussi simple que ça que vous voulez le dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, mais je vais sortir. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, c'est bon. Allez. Donc on passe au point numéro 23 avec l'approbation... Non, on fait l'affectation, pardon, c'est derrière. Excusez-moi, c'est derrière. Je me disais, j'avais oublié quelque chose. L'avis sur l'affectation des résultats d'exercice 2022, sur le point numéro 22, pardon, l'avis sur l'affectation des résultats de l'exercice 2022 sur le budget principal de la commune. Donc la loi nous impose, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, hein, de couvrir au minimum le déficit de la section d'investissement par une affectation totale ou partielle de l'excédent de fonctionnement. Donc ce montant minimum intègre donc les restes à réaliser. On en a parlé. Je vous propose donc d'affecter 3 061 074,35 € pour couvrir le déficit d'investissement au compte 1068 et 1 282 862,93 € en excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002. Donc cet excédent reporté, nous l'avons dit, nous permettra en 2023 d'augmenter notre autofinancement et donc de ne pas emprunter si possible. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 23, donc c'est l'approbation du budget primitif 2023 du service extérieur des pompes funèbres. Donc je laisse la parole à Gilles. Le débat des orientations budgétaires relatifs au budget de la commune et de ses annexes s'est tenu conformément à la réglementation en séance publique du 6 mars. Le budget primitif 2023 du service extérieur des pompes funèbres s'équilibre à section de fonctionnement 69 143 €, section d'investissement 30 000 €. Donc merci Gilles. Donc avec deux observations, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 24, l'approbation du budget primitif 2023 du port. Donc je te recède la parole Gilles. Donc pour la partie du port, la section de fonctionnement s'élève à 1 101 500 € et en investissement à 1 337 546 €. Donc avez-vous des observations? Donc merci Gilles. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc je vous remercie tout simplement. Donc le point numéro 25, c'est l'approbation du budget primitif 2023 donc de la commune. Donc je vais demander à ce qu'on éteigne et puis qu'on le mette. Je pense que c'est plus sympa de le voir comme ça tout le monde le voit. Voilà. Donc je ne vais pas redéfinir poste par poste, mais je vais vous dire un petit peu ce qui a été modifié. Donc sur le 011, sur les charges à caractère général, vous voyez qu'il y a une augmentation à 2 858 525 €. Alors tout simplement parce que les charges générales, nous les prévoyons en augmentation sur une année pleine. Et puis nous allons absorber aussi 2 aires de Noël cette année. C'est une volonté de notre part. Donc sur l'aire de Noël 2022-2023, donc qui apparaît là, et sur l'aire de Noël 2023-2024. Donc nous souhaitons les mettre au plus juste. Comme nous débutons l'aire de Noël sur 2023, donc nous allons absorber celle-là précédemment et l'autre aussi, pour qu'on ait le budget le plus juste possible. Sur les 012, les charges de personnel, effectivement, donc nous allons être en augmentation. Nous allons être en augmentation à 8 300 436. Alors tout simplement, j'en ai parlé tout à l'heure, pour supporter donc bien sûr le GVT, l'indice du point des fonctionnaires, et et je le rappelle, qui était vraiment une réelle nécessité vu les salaires peu élevés de la collectivité. Donc on va prendre en année pleine, plus le recrutement donc dans le directeur général des services adjoints, 4 policiers municipaux, une personne qui va être recrutée donc qui a été recrutée aux finances,
une personne à la DRH et nous prévoyons aussi de recruter une personne à l'administration générale et peut-être aussi en urbanisme pour les contentieux et le foncier. Sur le chapitre 65, donc les charges de gestion courante, elles vont elles aussi augmenter. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas pour les indemnités des élus, 3 195 000 euros, tout simplement parce qu'avec la M57, le document unique, nous avons plus dans ce budget-là les dépenses imprévues, et donc j'ai souhaité avec M. Goury qu'elles soient maintenues, donc à hauteur de 300 000 euros, donc elles seront dans ce chapitre-là, dans ce sous-chapitre. Et ensuite, il n'y a plus de charges exceptionnelles, vous voyez aussi, il n'y a plus de charges exceptionnelles, donc les charges exceptionnelles apparaîtront aussi dans les charges de gestion courante. Voilà pourquoi cette augmentation est là. Les atténuations de produits, donc nous prévoyons donc une baisse bien sûr des atténuations de produits, donc à 1 277 000 362, parce que nous aurons plus à absorber les 800 000 euros des projets qui avaient été déduits mais jamais réalisés par l'ancienne municipalité. Par contre, nous n'avons pas encore les taux, la pénalité maximum sur les 5% de pénalité SRU, donc 5% du budget de fonctionnement. Donc nous prévoyons 1 277 000, alors c'est pas 1 277 362 euros de pénalité SRU, parce qu'il y a l'AC en fonctionnement dedans, et il y a aussi le lissage de la TOM, je vous en avais parlé dans le débat d'orientation budgétaire, donc je ne reviendrai pas, que nous absorbons aussi sur ce chapitre-là. Donc nous prévoyons 750 000 euros. Nous préférons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être au maximum sur les dépenses et se dire peut-être que nous n'aurons pas 5%, ça sera à moi de défendre ça à la préfecture, encore que c'est une loi et qu'elle sera probablement appliquée, donc nous prévoyons donc le maximum. Les charges financières, on avait parlé lors du débat sur le chapitre 66, elles descendent à 411 981, donc c'est les emprunts, on avait dit qu'on allait décrocher dès 2023, donc on décroche, on était à 461 000 en 2022, donc on est à 411 981 euros, donc on décroche sur 50 000 euros, c'est l'objectif à tenir. Et les charges spécifiques, donc c'est sur les annulations de mandat, qui étaient dans les charges exceptionnelles, par contre qui restent elles. Donc nous prévoyons une dépense réelle de fonctionnement à 16 93 304 euros. Je reviendrai après sur le virement de la section d'investissement. Pour l'instant, je vais rester sur cette somme-là. On va passer sur le tableau de dessous. Sur les produits des services, nous prévoyons la même somme à peu près que sur le compte administratif 2022. Ce qui va changer sur la M57, c'est le 73 et le 731, donc qui est un sous-chapitre, si on peut exprimer ainsi. Impôts et taxes, c'est 180 000 euros, c'est pas un impôt supplémentaire, c'est que la dotation de solidarité communautaire et le Fonds national de péréquation intercommunale apparaissent sur ce chapitre-là. Et la fiscalité locale, c'est tout ce que j'ai précité tout à l'heure, qui apparaît sur un sous-chapitre. On prévoit par contre, on s'est vu, on a fait le budget avec M. Goury, et puis bien sûr avec les élus de la majorité, on prévoit bien sûr de rester sur 1 500 000 euros de droits de mutation et pas 2 millions ou 2100 euros pour ne pas pour être très prudent. Les dotations et participations, nous prévoyons encore une baisse de la dotation globale de fonctionnement à 720 000 euros. Ce qui concerne les produits de gestion courante, les produits financiers, les produits spécifiques, il n'y a rien qui change. Les produits spécifiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de charges de gestion courante. Non, il n'y a plus de charges exceptionnelles, pardon. Et les atténuations de charges, ça on l'a vu aussi, les 113 000 euros. Donc on prévoit des recettes réelles de fonctionnement à 18 651 euros, plus les opérations d'ordre, 623 000 euros, plus l'excédent reporté qu'on a passé tout à l'heure à 1 282 862 euros. Donc nous prévoyons un total de recettes de fonctionnement à 20 558 174 euros, qui nous permettra, et là je vous demande de remonter juste au-dessus du total de dépenses de fonctionnement, d'avoir un virement à la section d'investissement de 3 447 044 euros, qui nous permettra bien sûr d'investir, espérons-le, nous le souhaitons, sans emprunter, en tout cas c'est vraiment l'objectif à tenir. Sur la section d'investissement, donc l'emprunt, on avait parlé de notre débat d'orientation budgétaire, on était à 1 611 000 euros en 2022, on est à 1 650 000 euros, on en avait parlé, ça décrochera qu'à partir de 2026, donc il va falloir payer encore des sommes astronomiques, encore quelques années, donc, mais il faut s'y tenir, c'est important pour le Carqueiranne à court terme, mais surtout à moyen terme et à long terme pour la collectivité, pour l'intérêt général. Les immobilisations incorporelles n'ont pas fait de bond, même si elles ont un peu augmenté. Tout simplement parce que, pareil sur la M57, les dépenses imprévues ne sont pas dedans. Donc en investissement, on a souhaité aussi de mettre 300 000 euros sur les dépenses d'investissement non prévues. Donc les dépenses en dépenses imprévues, donc elles apparaîtront ici. Les subventions d'équipement, donc elles sont à 231 000 euros. C'est l'attribution de compensation sur la commission locale des évaluations des charges transférées pour la voirie sur la métropole. Les immobilisations corporelles, on prévoit 4 210 850 euros. Donc Monsieur André, pour t'expliquer que les immobilisations
façon incorporelle, c'est tous les travaux et les acquisitions qu'on souhaite faire, mais probablement on réalisera pas tout, mais on essaie d'être ambitieux et d'aller chercher le maximum de subventions. Les opérations d'ordre, ça on l'a vu, c'est les reprises de subventions, les opérations patrimoniales, le déficit reporté du compte administratif de 2022 de 2 865 590 €, on en a parlé tout à l'heure, et les restes à réaliser que nous avons passé aussi tout à l'heure à 806 000 € qu'il faut réintégrer, 452. Donc nous finissons un total de dépenses d'investissement à 11 104 681 €. Sur les recettes, donc les dotations réserves, donc on sera à peu près stable sur la taxe d'aménagement et sur les fonds de compensation de la TVA. On aura des excédents de fonctionnement, donc l'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est ce qu'on a réinjecté de l'année dernière. Les subventions, on essaie d'aller chercher donc le maximum de subventions à 2 377 965 €. Les immobilisations financières, on a parlé tout à l'heure, c'est le petit prêt, les intérêts que nous reverse la métropole. Les opérations d'ordre, c'est classique, c'est en inverse avec les dépenses de fonctionnement, c'est les amortissements, c'est un autofinancement quelque part imposé, les opérations d'ordre, tout simplement. Les opérations patrimoniales, le virement à la section de fonctionnement, donc de 3 447 044 € que nous retrouvons en haut à gauche, donc le virement à la section d'investissement, c'est l'excédent de fonctionnement qui nous permet d'investir pour la collectivité. Et pour remonter juste un peu plus haut, vous avez vu qu'on est au chapitre numéro 16, emprunt et dette assimilée, nous mettons 0, donc nous essayons d'être ambitieux et de ne pas emprunter encore cette année. L'objectif, je le répète, c'est de ne pas emprunter jusqu'à la fin du mandat. Et de les restes réalisés de 2022 de 610 968 €. Sur les restes à l'IRS que nous réintégrons après le compte administratif 2022. Donc, les dépenses de fonctionnement, le budget s'équilibrera en fonctionnement à 20 558 174 € et en investissement à 11 104 681 €. Nous avons essayé d'être encore une fois prudents. Le plus prudent que ça, je pense pas qu'on puisse l'être, quoique, on peut toujours plus. On a essayé de prévoir le plus de dépenses possible et d'essayer d'avoir le moins de recettes possible pour essayer de ne pas pas avoir de surprise et de pas emprunter. Voilà. Je me tiens à votre disposition. Je crois qu'on voulait passer l'effet ciseau avant de réallumer, pardon. Si on peut l'agrandir. Ah pardon. Alors juste, tu veux qu'on revienne sur André, sur le... Pas forcément. Alors, pour une meilleure analyse, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir, face à ce tableau, l'année précédente, pour qu'on voit l'évolution? Bon, on a choisi de faire sur ce format-là, mais on peut vous le remontrer si vous voulez. Ouais. Bon, on te le transmettra si tu veux, on le transmettra, mais pour l'année prochaine, on essaiera de faire comme ça, sur le compte administratif 2022, de mettre le budget primitif 2023. Voilà. C'est ça? Oui. D'accord, mais on le fera pour l'année prochaine, je n'ai pas de difficulté avec ça, j'ai pas de problématique avec ça. L'effet ciseau, juste pour vous parler donc de l'effet de ciseau, 2020, voilà, et ça allait presque se croiser, zéro capacité d'investissement avec un emprunt colossal, moins 10 jours de fonds de roulement, une capacité de désendettement de 17 années 73. Voilà, donc vous voyez la remontée, mais encore une fois, rien n'est jamais acquis. Vraiment rien n'est jamais acquis, il faut continuer dans cette voie-là et puis continuer bien sûr parce que l'objectif c'est quand même de continuer à investir parce que ça aurait été facile de fermer les vannes et de ne pas investir, mais quand on voit qu'on a réussi à refaire l'école pour 2 millions d'euros, qu'on a refait la toiture de Marcel Pagnol, qu'on va engager la toiture de Romain Roland, qu'on a fait la toiture de Grac, qu'on fait énormément de travaux sur la voirie, sur l'éclairage public, sur les LED, le dragage du port, on a beaucoup travaillé, donc on va continuer. C'est pas facile, ça l'est toujours pas, et de toute façon on lâchera rien, on continuera dans cet état d'esprit jusqu'à 2026 et encore une fois je le redis, c'est l'intérêt général le prime. Voilà l'effet ciseau, donc si vous avez d'autres observations à votre disposition. Moi, je voudrais prendre la parole. Je voudrais prendre la parole afin d'étayer mon vote futur. En l'absence d'inventaire physique, vous savez, nous vous avons demandé par Internet un inventaire physique. Je pense qu'il serait judicieux d'avoir cet inventaire physique afin de pouvoir faire un comparatif entre l'inventaire comptable et la réalité sur le terrain. Vous êtes conscient que c'est très important puisque vous pouvez avoir des vols, des mises au rebut, etc. Ça peut chiffrer. Et donc là, on est dans l'inconnu. Donc du coup, je ne dis pas que votre budget est mal monté. Je dis surtout que si vous voulez faire un plan pluriannuel d'investissement,
il est impératif d'avoir un inventaire physique des biens de la commune, surtout que nous l'avons voté à l'article 24 et 25 du règlement financier. Voilà. Alors je sais que c'est un travail considérable pour l'avoir fait dans mon expérience professionnelle précédente dans une administration, mais c'est très important parce que chaque mobilier, chaque table doit avoir un numéro d'inventaire et ça vous permettrait de voir si vous avez du matériel qui disparaît, s'il y a des véhicules qui n'ont pas été sortis de l'actif, etc. Donc voilà, je voulais intervenir à ce niveau-là parce que je voudrais que chacun puisse prendre conscience de l'importance de cet inventaire physique et donc aussi expliquer mon vote à venir. J'ai fini. C'est très juste, il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. On pourrait, excusez, pardon. Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Effectivement, la dette nous pèse, hein, je l'expliquais tout à l'heure, on pourrait avoir 70 employés en plus. Je pense qu'on aurait pu s'y atteler dès 2020 en fait à ça. Effectivement, après, on prend des orientations, on essaie de faire des choix. Il faut recruter un directeur général de service, il faut un adjoint des services, il faut recruter sur la police municipale, il faut recruter aussi en urbanisme pour le foncier, il faut recruter beaucoup de monde. Et donc, je suis d'accord avec vous. Après, sur l'évaluation, sur l'inventaire physique, ce qui est important, c'est les actifs. Ce qui est important, c'est les actifs. L'inventaire physique, c'est autre chose. L'inventaire physique, c'est vrai, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des absences, etc. Mais les actifs, ils sont là et ils sont réels et on les a par le trésorier public. Et donc, ça n'empêche absolument pas de voter le budget. Puisque les actifs sont là. Je conteste pas ça du tout. Mais si vous voulez, autant que je sache, je crois qu'il y avait eu par exemple du mobilier qui avait disparu au fort de la Bayarde. Ça peut chiffrer, ça se passe en charge. Et absolument. Donc, mais c'est quand même noté dans les actifs malgré tout. Et oui. Dans les amortissements. Donc ça n'empêche pas de voter le budget. Oui, mais ça pèse sur les charges. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais complètement. Donc, mais, là, il n'y a aucun souci. Coup, et c'est pour ça qu'on avait été très strict sur les marchés pour limiter à 500 € pour éviter des achats pas compulsifs, mais des achats un petit peu où chacun, peut-être pas à tort, mais qui achetait un petit peu sans trop réfléchir. Donc après, je suis d'accord avec vous, il faut un inventaire physique. Beaucoup de choses à faire, il faut s'y atteler. Disons que la première année, vous avez subi le budget qui avait été voté précédemment. Oui. La seconde, vous avez fait votre budget. Bon, on peut pas. Mais maintenant, il faut faire un inventaire physique. Oui, il faut faire plein de choses. Il faut aussi recruter de la police municipale parce qu'il faudrait avoir 24 heures sur 24. Enfin, je m'arrête juste sur les bien finances. sûr. Ah ben oui. Non, mais c'est non, mais c'est votre rôle. Je voulais juste expliquer pourquoi j'allais voter. Il n'y a pas de souci. Je l'entends. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations, Madame Daguet? Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais faire également une déclaration. Malheureusement, je ne peux pas voter budget, bien que j'apprécie vos efforts pour réduire les dépenses. La fois passée, vous m'avez accusé de n'avoir pas de proposition pour l'avenir de Carqueiranne, mais une fois de plus, le budget primitif qui nous est présenté ne propose aucune politique de développement pour notre commune. Je relève qu'il n'y a pas de vision à long terme, il s'agit d'une gestion minimaliste et sans perspective. D'année en année, le nombre d'habitants diminue, je l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises. On en est à 500 habitants selon les projections de l'INSEE sur les 4 dernières années, et la population est vieillissante. L'absence de PLU dont la compétence d'élaboration a été transférée à la métropole nous prive de la capacité de programmation qui nous serait bien nécessaire. Il faut relancer une politique d'aide aux jeunes, au logement, aux petites entreprises et aux commerçants, une vision pour la captation de nouveaux habitants et faire que les jeunes carqueiranais restent dans notre village et d'autres viennent les y rejoindre. En effet, Carqueiranne devient une ville de personnes aisées dont la moyenne d'âge augmente, la population se réduit, en particulier en raison des loyers élevés et des locations saisonnières. Il devient impossible de se loger à Carqueiranne. Donc, comme je l'ai dit, il manque une politique de logement et ainsi, ça nous conduit à aller contre la loi et budgéter pour 2023 une pénalité SRU qui augmente à 454 000 €. Donc, vous vous obstinez à vous opposer. Alors, vous m'avez donné 2 informations. Donc, effectivement, la déclaration avait été rédigée avant vos explications. Donc, a priori, ce n'est pas de votre fait qu'il n'y ait pas de production de logement qui pourrait être destinée à des jeunes actifs et des ménages. En revanche, des permis de construire sont accordés pour démolir des villas individuelles et les remplacer par des petits immeubles à appartements ou des villas de luxe dont le prix au mètre carré varie entre 9 000 et 15 000 €.
Le dernier exemple récent est le permis accordé à la Benoîte pour un immeuble de 9 appartements et une surface de plancher totale de 797 mètres carrés, donc juste quelques 3 petits mètres carrés en dessous du seuil fixé par la loi pour obliger l'affectation de logements sociaux. De ce fait, la carence s'accroît encore. À cela s'ajoute que cette année, la taxe foncière va être encore augmentée de 7,1% avec la revalorisation des bases et peser sur les propriétaires carqueranais, alors que la surtaxe sur les résidences secondaires reste inchangée, surtaxe sur laquelle j'ai régulièrement attiré votre attention. Je conclurai en rappelant que la majoration de la surtaxe sur les résidences secondaires, couplée au montant de la pénalité SRU, s'élève ensemble à plus d'1 million par an, c'est-à-dire environ 10% du total de la taxe foncière. Madame Daguet, alors je vais essayer de reprendre point par point. De suite, il y a quelque chose qui me vient de suite à l'esprit. Le yaka faucon. Voilà. Le yaka faucon, c'est tellement facile. Surtout que quand la fois dernière, au débat d'orientation budgétaire, je vous avais demandé quel était votre projet pour Carqueiranne. Vous m'aviez répondu, je crois que toute l'Assemblée l'avait relevé, je ne sais pas. Donc c'est bien beau de venir faire la morale quand on n'a aucun projet pour Carqueiranne et quand aujourd'hui on se dit, nous métropole, quand vous dites, comment on peut dire nous métropole quand on dit je ne sais pas pour Carqueiranne? Ça, il va falloir que vous me l'expliquiez, peut-être après parce que je ne comprends pas comment on peut dire nous métropole et je ne sais pas pour Carqueiranne. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ensuite, vous me dites, pour la Benoîte, c'est du privé, on n'a pas à intervenir. Il y a des DIA, des droits d'intervention d'aliénés, quand ça se fera. Et après, si l'État veut préempter, il préemptera. C'est pas la mairie qui préempte. Venez voir mon adjoint à l'urbanisme, il vous expliquera, ou monsieur Comte, il vous expliquera comment ça se passe. Sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui est déjà élevée de 20%, qui nous rapporte quand même 2 millions d'euros sur la taxe d'habitation, et sur la surtaxe, elle nous rapporte 450 000 euros. On en a besoin de ces gens-là. Il faut un équilibre de partout. Aujourd'hui, vu la difficulté de la commune, si jamais on augmente la surtaxe, pourquoi pas? Je suis prêt à l'étudier, pourquoi pas? Non mais très sincèrement, je suis prêt à l'étudier, on y réfléchit, on y pose, mais on se dit, quel impact ça peut avoir? Peut-être que ça va une fuite aussi des personnes. À un moment donné, est-ce qu'on doit spolier les gens qui ont réussi, qui ont travaillé dur? Est-ce qu'on doit les spolier? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vivre aussi, d'avoir une résidence secondaire, de venir à Carqueiranne, de consommer? Il y a des commerçants qui travaillent, qui vivent aussi de ça. Il y a tout un contexte économique qu'il faut prendre en charge. Ça serait bien trop facile de dire on n'a qu'à faire payer aux riches. Bah, allons-y, on fait payer aux riches et puis on est tous pareils, etc. Donc c'est presque du niveau de la NUPES, quoi. Enfin, c'est pas plus haut que ça. Donc il y a tout un équilibre quand on est à notre fonction aujourd'hui. Il faut trouver un équilibre aujourd'hui. C'est facile d'arriver et de dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais enfin, depuis 3 ans, vous n'avez absolument rien proposé. Voilà. Excusez-moi, monsieur le maire, j'ai déjà eu ce discours là en début de séance. La Crau, ce n'est pas fort loin. Ils sont à 55%. Donc, et pourtant, la Crau n'est pas une ville NUPES, que je sache. J'ai pas entendu, excusez-moi, pardon, j'ai pas entendu. Que la ville de la Crau est à 55% de surtaxe, et ce n'est pas une ville NUPES. Sur 55% sur la surtaxe, c'est leur choix. Mais je ne vais pas dire que j'ai un discours de la NUPES, en fait, ça n'a pas de sens. J'ai les taux, là, alors attendez, j'ai les taux, je veux dire... Oui, alors, vous me prenez un exemple sur les 12 communes. Voilà. Il y a 11 communes qui ne sont pas à ce taux-là. Il n'y a que cette commune-là. Mais après, M. Simon est un très très bon maire. Il est en libre administration de sa collectivité. Il y a une commune. Mais il gère sa commune comme il l'entend. Et puis, c'est son choix. Je veux dire, justement, je le prends comme exemple positif. Donc, oui, moi, non, mais pas, je pense que ça serait contre-productif. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous pensons. On n'a pas fermé la porte. Je pense que ça serait trop facile de dire on fait payer aux riches. Bien trop facile. Voilà. Avec de nombreuses conséquences derrière. Voilà. Il faut travailler les commerçants. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur... Je sais pas où j'en suis du coup là. Alors, oui. Alors, en ce qui concerne le chapitre 65 et le vote des subventions aux associations, alors là, il va y avoir des allées-venues. Nous allons procéder au vote global pour toutes les associations, sauf celles pour lesquelles un ou plusieurs membres du conseil municipal sont adhérents ou dans lesquelles un membre de leur famille occupe une fonction, c'est important, au sein du bureau directeur. Nous avons recensé les adhésions qui nous avaient été signalées l'an dernier. Donc, je vous remercie bien sûr de nous signaler tout changement, donc dès à présent. Donc, y a-t-il des changements sur les... Non ? Excusez-moi, on ne nous a pas sollicité cette année, donc... Alors vous allez nous dire, parce qu'on va les préciter. Okay, voilà, merci. donc ils sont toutes notées.
Donc je vous remercierai de sortir de la salle au nom du vote concernant l'association concernée. Alors, on va commencer par les peintres carkéranais avec Monsieur Beaujardin. Donc il faut sortir. Guy, juste comme après on est sur culture et loisirs, je te ferai rentrer après. Tu es sur autre chose ou pas? Non. Tu es sur ces deux associations? Il n'y en a pas d'autres? D'accord, ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On continue avec culture et loisirs. Donc, M. Beaujardin étant déjà sorti, il faut que Mme Meslard et M. et Mme Fougu, je crois. Monsieur et Madame Fougu et Madame Meslard. Voilà. Ça va? T'as mal au dos? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu veux aller Ça va. Ça va aller. Tiens, pour un coup. Non, c'est bon. Ouais. C'est quoi? Il n'y a rien. C'est quoi? C'est pas. Non. Attends. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on peut... Vous pouvez réintégrer vos places, s'il vous plaît. Non, mais je vais quand même la passer au vote, non? Oui, mais c'est qui est c'est Monique qui sort. C'est pas comme ça. Alors, donc pour cap ou pas cap, donc je vais moi-même sortir, Madame Vergélici va sortir, Madame Bernard, Madame Portier, Madame Girard, et donc je vais te laisser la présidence de séance, je laisse la présidence de séance à Madame Prignol, voilà, qui est contre. Hein. Alors, je vais vous poser la même question. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est noté. Je vous remercie. C'est bon. C'est bon. Ok, merci. Ni d'abstention. Très bien. Pour les cycloclubs carkéranais, donc André Océda. Alors attends. André. Tu y es aussi? Tu n'étais pas noté pour les chauffe-fourniers. Tu es pour le chauffe-fournier aussi? D'accord. Alors on va la passer après en cas. Très bien, merci. Donc pour le cycloclub carkéranais, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on passe directement au chauffe-fournier. Donc il y a Madame Laborne et Madame Fougu. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est bon. Donc pour Carqueiranne Environnement, donc Madame Daguet et Monsieur Étienne. J'ai aussi l'UNPC. Alors, l'UNPC, alors Madame Daguet, alors attendez. Là, alors attendez, Madame Daguet.
Là, ouais. Et la voie, je l'ai pas, non, je l'ai pas, la voie. Mais alors, on la rajoutera, alors. Il y a la voie aussi, d'accord, très bien. C'est pas grave, je la rajoute. Je la rajoute. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on va passer pour la voie, donc puisqu'il y a Madame Daguet. Donc, on fait re-rentrer Monsieur Étienne. Donc, on passe pour l'UNPC. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui ça? Ah, du comité de jumelage aussi. Bon, alors on va passer le comité de jumelage aussi, alors, puisque Madame Daguet est sur le comité de jumelage. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je crois qu'on a passé. Et la voie. Et la voie, donc la voie aussi, Madame Daguet est à la voie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, c'est bon pour Madame Daguet. C'est quoi ça? C'est FF. C'est quoi ça? C'est CFF. Ah oui, oui. Ça. Je vais te faire sortir de suite. Donc pour la souche carquéranaise, donc sortie de Madame Girard. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. L'UNPC, on l'a passé. Pour l'ADCCFF, donc sortie de Monsieur Faugu. Après, c'est fini, je pense. Puisque tu as rajouté la voie. Ouais, je pense que je rajoute la voie, c'est bon. Après, il y a un tout pour les favoris. Et Manon, donc pour la DCCFF, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc je vous remercie. Et donc normalement, on est bon. Est-ce que tout le monde me le confirme? Il n'y a pas d'autres personnes sur du... Non, c'est bon? D'autres membres sur les associations? Très bien. Donc alors, pour tous les autres chapitres du budget, donc je vous propose de vous prononcer dans leur ensemble. Sauf si vous avez un vote différent pour un chapitre en particulier, donc c'est la loi. Merci de nous en faire part pour que nous puissions retranscrire exactement les votes. Non? Alors pour l'ensemble du budget 2023, à l'exception des votes déjà effectués, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 26, donc l'adoption des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2023. Et je te cède la parole, Gilles. Alors, compte tenu de tous les éléments présentés dont nous avons débattu lors du débat des orientations budgétaires et lors de l'adoption du budget primitif 2023, il vous est proposé de ne pas modifier les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le taux de la taxe d'habitation, figé de 2020 à 2022, est de nouveau voté à compter de cette année. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires et les locaux non affectés à l'habitation principale. Il vous est également proposé de ne pas modifier les taux précédemment votés. Je vous propose en conséquence d'approuver le maintien des taux existants, soit 46,47 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 62,10 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 20,10 pour la taxe d'habitation sur la résidence secondaire et locaux non affectés à l'habitation principale. Merci Gilles. On a déjà débattu, donc est-ce qu'il y a d'autres observations? Sinon on passe directement au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc c'était le dernier point. Vous avez été aussi, vous avez eu une communication donc, du maire au conseil municipal concernant la communication au conseil municipal donc, du rapport du social unique, vous l'avez eu, et les communications de toutes les décisions qui ont été prises. Voilà. Je vous remercie pour la bonne tenue des débats, et puis on devrait se retrouver, je crois, début juin. Je ne sais pas encore la date. Ça, on l'a fixé. Bon, on verra, on vous l'en fasse. Ça sera pour début juin. Merci beaucoup, bonne soirée.